Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio de développement personnel, plus particulièrement dans cette émission de 30 minutes à découvrir. Et j'ai l'immense privilège aujourd'hui de recevoir David Lefrançois. David, bonjour. Bonjour, très heureux d'être là. Ah bah, moi aussi. Alors, David, il est coach, conférencier, auteur. Tu es aussi donc dans les neurosciences, spécialisé dans les neurosciences. Et d'ailleurs, tu viens de faire 2 heures de conférence. Là, on n'a pas arrêté de se faire arrêter justement par des personnes qui t'ont félicité. 2 heures de conférence sur les neurosciences. Qui es-tu d'autre, David? D'abord, je suis un homme marié, Ouais. avec une femme que j'aime. Et puis, je pilote 4 enfants, donc je suis un père de famille aussi. Donc ça, c'est important parce que c'est la plus belle création de ce que j'ai vu dans ma vie, tu vois. Et puis, je suis avant tout un passionné de l'être humain. Ouais. Puis particulièrement un passionné de l'amour, de cette substance incroyable qu'on peut faire naître à l'intérieur et dans les relations qu'on peut avoir avec les autres. Et j'ai trouvé que les neurosciences, même si ça pouvait sembler hyper scientifique au départ, c'était un bon moyen justement d'inspecter c'était quoi l'amour. Voilà. D'accord, ok. Justement, les neurosciences, c'est quelque chose qui a démarré depuis longtemps. C'est quoi l'origine en fait des neurosciences? On se trouve, les traces des neurosciences, on commence à en avoir depuis les années 60. Okay. Parce qu'on commençait à essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau. Et ces neurosciences, c'était vraiment comment je comprends le fonctionnement du système nerveux. Okay, au niveau de tout ce qui est boîte crânienne. Et puis après, t'imagines combien le cerveau, c'est quelque chose d'immense. Ouais. C'est une vie sur 2 cm². Et en fait, il y a eu de plus en plus de spécialisation. Après, on a commencé à faire le mariage entre la neuroscience et la psychologie. Ça crée des neuropsychologues. D'accord, ok. Et voilà. Et donc, donc, on va dire que la naissance réelle, c'est à peu près les années 60, mais l'explosion des neurosciences, c'est vraiment à partir des années 2000 où ça commence vraiment à parler aux gens, tu vois. Et sur laquelle les cursus vont s'organiser de mieux en mieux. Et on va vraiment profiler des actions spécifiques. Et on peut dire qu'à partir de 2007-2008, ça a commencé à redescendre dans l'univers du développement personnel. Avant, c'était purement médical. Ouais. Et après, il y a toutes les personnes du monde du développement personnel qui ont commencé à se dire, moi le premier. Mais tiens, ça peut être vraiment intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? En effet, là, il y a eu une explosion aussi technologique qui a permis de voir qu'il y avait une relation justement avec le développement personnel, avec les actions qu'il y avait autour de la PNL, de l'hypnose, etc. Et comment ça fonctionnait aussi dans le cerveau. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, justement, toutes ces techniques sont nées dans les années 80, notamment la PNL. Alors l'hypnose, on n'en parle pas parce que c'est limite ancestral, c'est ça. Ouais. Mais on est en 2016, donc la PNL c'est 36 ans. Ouais. Et il est clair qu'entre la création de la PNL et aujourd'hui, on avait besoin de valider si les changements qui étaient opérationnels étaient vraiment en fait. Donc il y a une grande partie des techniques de PNL qui sont intéressantes psychologiquement, mais elles ne le sont pas en termes de transformation biologique. Ouais, okay. Et donc, ça permet de valider ou d'invalider, parfois plus de valider que d'invalider d'ailleurs, en vrai. Et puis après, les personnes ont commencé à structurer, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, mon institut s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées, parce que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de dire, ok, comment je rends ça accessible au quotidien? Comment une connaissance du mode du fonctionnement du cerveau est applicable dans la poursuite d'un objectif, ou dans les stratégies de changement? Et c'est là où je suis reparti dans une galère et que j'ai passé un doctorat dans ce domaine parce que quand je me passionne pour une chose, je sais jusqu'au bout. Ouais, et je ne sais pas, je sais pas si c'est obsessionnel, mais moi je sais pas m'arrêter et j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ce que je peux faire, tu vois. Pour moi c'est important. Dans cet institut, tu fais des formations, ça? On forme des coachs professionnels. Ouais. Je fais aussi de la mise à jour pour les psychologues et les psychiatres. Okay. J'ai aussi un positionnement universitaire parce que je donne des formations de neurosciences appliquées à l'Université Paris-Sud. Oui, il y a aussi cette chose-là, tu es aussi à l'université. J'ai des Master 2, c'est intéressant les Master 2 parce qu'en fait j'ai essentiellement des pharmaciens et des médecins en face de moi. Donc c'est bien, c'est intéressant parce qu'il y a des pointures, il y a du vrai retour, on peut jouer sur un terrain qui n'est pas simplement un terrain de l'application mais de la production. Et puis je suis actionnaire d'une société qui fait de la recherche en neurosciences aux États-Unis. Et voilà, c'est grâce à cette société que j'ai aussi accès à toute une information incroyable et puissante qu'on retraduit au quotidien et qu'on distille à partir de moi et de mes amis dans le monde entier. D'accord, ok. Par rapport justement aux neurosciences, c'est quoi les plus grosses découvertes qu'il y a eu? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est quand on a pu commencer à prouver qu'il n'y avait pas de différence entre une situation réelle
Okay. Et une situation inventée de toutes pièces. Okay. Pour moi, c'était génial parce que avant on pouvait en parler, ça pouvait être intuitif. Ouais. Après, ça devenait mécanique. Et ensuite, quand on sait utiliser à proprement parler cette notion-là, on peut générer des transformations chez des gens incroyables. Que ce soit à travers des traumatismes passés ou à travers la programmation d'objets futurs. Ça, pour moi, c'était quelque chose. Et une des grandes découvertes qui m'a marqué aussi et qui a transformé toute l'application, pour moi, de la psychologie moderne, c'est la logique de compréhension des neurotransmetteurs. Okay. Parce qu'en fait, tu as un tas de personnes, et beaucoup de psychologues aujourd'hui en France et partout dans le monde sont formés à la psychologie et traitent des problèmes qu'on considère comme étant psychologiques, qui sont que la conséquence de dérèglement des neurotransmetteurs. Je vais te donner un exemple concret. Tu vois, il y a une prolifération de l'anxiété et des crises d'angoisse aujourd'hui. En ce moment. Okay. Alors, tu as le marché, tu as tout ça, tu as le stress. Mais tout ça va générer à un moment donné qu'il y a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, notamment par exemple du GABA, qui lui a pour fonction de calmer la machine quand elle s'emballe, tu vois. Si tu as un dérèglement au niveau de ce neurotransmetteur, tu peux faire toutes les thérapies du monde, tu peux faire tous les coachings du monde, de toute façon tu auras des angoisses. Alors tu te sentiras bien quand tu iras voir ton coach, ton psychothérapeute, parce que pendant la séance, le fait d'évacuer les choses va rééquilibrer le pendant du GABA, mais après, l'état reste anxiogène, on est sur un terrain qui est pathogène en fait. Et donc, le simple fait d'avoir ça te permet de dire, avant de faire toute forme d'accompagnement psychologique, faisons un accompagnement neurobiologique. Okay. Et il existe, moi par exemple, quand je forme mes élèves en coaching, ils ont carrément un test qui permet d'identifier notre profil dominant en termes de neurotransmetteurs et quelles sont toutes nos carences. Et ensuite, moi j'ai travaillé pendant 1 an spécifiquement là-dessus sur quelles sont toutes les prescriptions qu'on peut donner en termes d'action, de sport, d'activité, okay. de compléments alimentaires, de ressources, voire médicamenteuses, sous le suivi d'un médecin naturellement, okay. pour rééquilibrer les neurotransmetteurs. Voilà. Okay. Là, ce que tu dis, c'est que le coaching, c'est une chose qui est intéressante. En effet, il y a des superbes outils, mais parfois, c'est limité à quelque chose de physique. Hein. Et là, t'as beau faire tous les coachings que tu veux, c'est pas. C'est ça. Combien de personnes ont des problèmes de motivation et pensent que c'est l'environnement, mais en fait, tu as un problème de dopamine. Combien de personnes vont te dire j'ai du mal à apprendre, j'ai le sentiment de perdre la mémoire, et c'est un problème qui est lié à l'acétylcholine. Ou des personnes qui te disent je suis tout le temps fatigué, je suis épuisé, le stress, je suis en limite burn-out. Et là, tu aperçois qu'il y a une vraie carence en sérotonine. Donc, on est un microbiologisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, tu vois, mais qui organise toute la psychologie. Et aujourd'hui, il doit y avoir non seulement un équilibre entre ces neurotransmetteurs et la psychologie, et la troisième chose qui m'a vraiment éberlué, c'est le lien qu'il y a entre les intestins et le cerveau. Ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Ouais, c'est ça, on parle de deuxième cerveau au niveau des intestins, enfin des intestins. C'est juste énorme. Ouais. Ça pour moi c'est une révélation aussi, et la compréhension que justement l'équilibre d'un microbiote, c'est vraiment ton système de ta flore intestinale, cet équilibre-là amène un équilibre psychologique et neurologique qui est juste incroyable, parce qu'une grande partie de nos neurotransmetteurs sont fabriqués dans les intestins. Ouais. Donc si la source de fabrique principale, tu vois, la machine principale, elle n'est pas opérationnelle, donc on croit que le problème il est biologique, mais en fait mais il est d'abord dans tes intestins, il est ensuite dans ton alimentation, il est partout quoi. Ce qui nous amène à avoir une approche de la psychologie moderne beaucoup plus vaste que ce qu'on avait. Pas simplement ce que je pense, mais aussi ce que je mange, le sport que je fais, les relations que je vais avoir. Et tout ça, ça nous oblige à avoir une approche humaine qui est beaucoup plus large. Ouais, un peu plus holistique. Et surtout, en effet, prendre contact avec son physique, hein, avec son entretien, aussi bien alimentation, nutrition, sportif, etc. C'est tellement essentiel. Ouais. C'est essentiel. Et ça, pour moi, c'est des vraies révolutions, en fait, qui ne sont, de mon point de vue, qu'à leur balbutiement. Ok. Tu parles de balbutiement, donc en effet, ça fait depuis les années 80 que ça commence vraiment à bouger. Il reste plein de choses à découvrir. Il reste beaucoup de choses à découvrir. Si tu veux, en fait, ce qui reste à découvrir, on a déjà découvert beaucoup de choses, mais ce qui reste à découvrir, c'est justement la dimension de l'application. Ouais. C'est qu'une fois qu'on a découvert qu'il y a ce tel type de symptômes, et que ce symptôme est lié à tel type d'organisation, de structuration dans mon cerveau, c'est comment je fais pour pallier ça. Ouais. Et toutes les recherches sur lesquelles nous on est orientés en ce moment, c'est que ça. Comment on règle ça? Il y a sous forme médicamenteuse. Oui, il y a une forme médicamenteuse, mais de toute façon, non. D'abord, je crois que tu as toute l'hygiène de vie qui est importante. Ouais. Voilà, ce que je mange, la nature de ce que je mange. Tu sais, Hippocrate disait déjà que le premier médicament, c'est l'alimentation. Hein. Ouais. Donc, c'est important de comprendre que cette sagesse ancestrale, elle existe encore aujourd'hui. Et qu'on pense qu'on mange la même chose qu'hier. Moi, j'ai appelé ça le monde du Canada Dry. On pense que ça ressemble au même monde qu'hier, mais ça n'a pas le même goût, tu vois. Ouais. Tu prends juste un détail, mais dans le pain, il y a 40 fois plus de gluten aujourd'hui qu'il y a 10 ans, juste 10 ans.
Tu penses que tu manges un pain normal, mais tu as 40 fois plus de gluten. Et ces 40 fois plus de gluten, c'est autant que ton microbiote ne peut pas intégrer. Donc aujourd'hui, on le sait, le sucre raffiné et le gluten, c'est la première source, la cause principale d'Alzheimer et de la quasi-totalité des maladies neurodégénératrices. On le sait. Alors, c'est pour ça que Alzheimer aujourd'hui, dans l'univers scientifique, et notamment chez les neuroscientifiques, c'est appelé le diabète de type 3. Okay. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait que vraiment, la cause de ça, c'est le sucre. Et le gluten et le sucre raffiné, c'est la mort. Donc du coup, on le sait maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on se bat. On se bat contre des laboratoires, on se bat contre un lobby alimentaire qui est énorme. Et je crois que chacun doit faire sa part par rapport à ça. Et moi, le premier, c'est-à-dire que dans mes conférences, aujourd'hui, je vais parler de façon systématique maintenant de ces dimensions neurobiologiques, de nos intestins. Je fais des capsules YouTube là-dessus. J'essaie au maximum d'être présent sur ce domaine et j'en parle beaucoup autour de moi, dans les interviews ou ailleurs, parce que c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, un cerveau qui est un cerveau déficient, c'est une vie qui est foutue. Ouais, c'est ça. Donc tu peux dire tout ce que tu veux. Dès que tu apprends que tu as Alzheimer, quand bien même, parfois quand tu apprends, le moment où tu apprends la maladie, alors déjà quand tu apprends, on te diagnostique la maladie, ça veut dire déjà que la maladie, ça fait 17 ans qu'elle est déjà en place. Qu'elle est déjà en place et qu'elle commence à travailler. Tu vois, donc, ça veut dire qu'on ne doit pas faire de la prévention, on doit faire de la surprévention. Ouais, c'est ça. Hein. Et ensuite, une fois que c'est diagnostiqué, le simple fait de le savoir, le stress environnant accélère le processus. Ouais. Et le stress, tu vas le compenser par quoi ? Par du sucre. Voilà. Ok, bah donc tu boucles. Tu boucles. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que très jeune, on fasse de la prévention aujourd'hui. Maintenant, il faut se battre. Il y a de ça quelques mois, j'ai donné une conférence au Maroc, j'étais invité par un consortium. Et j'étais très mal à l'aise parce que j'ai jeté un froid. La personne, le salon était financé par la vache qui rit. Okay. Et la vache qui rit, la nutritionniste de la vache qui rit disait à tout le monde que le lait c'était du calcium, c'était bon pour le corps, qu'ils avaient rajouté du zinc, c'était génial pour les enfants, alors qu'ils étaient en train de vendre un poison énorme, mais énorme. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je pouvais pas, j'étais super mis à défaut parce que je ne pouvais pas retirer une partie de ma conférence sous prétexte que l'organisateur payeur, c'était eux. Et la vérité, je les ai défoncés en disant mais comment on peut, nutritionniste aujourd'hui, parler du lait ? Parce que le lactose, ça se transforme en sucre. Le sucre, et le lactose, mais il n'y a rien de pire pour ton microbiote. Donc, tu peux pas dire aux enfants ça te donne du calcium alors que tu en as autant dans certains légumes, voire 10 fois plus parfois. Et que cette simple action-là génère des conséquences en chaîne qui sont terribles pour le corps humain et pour le cerveau. Et il faut arrêter, quoi. Vous pouvez pas dire des choses comme ça. Et bon, ils m'ont quand même payé ma conférence. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça devait être un moment de solitude quand même. Non, et puis bon, la vérité, moi je voyais vraiment la tête de la nutritionniste décomposée. Ouais. Et en même temps, voilà, ça veut dire qu'on doit se poser, on doit faire beaucoup de prévention, quoi, c'est tout. Et être présent sur le marché. C'est ça. La prévention, c'est une chose, mais aussi la responsabilisation de chaque personne. On va dire les consortiums, voilà, eux, ils ont leur objectif, hein, mais il y a aussi le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde. C'est vrai. Et moi, j'entends des choses qui sont... même tout à l'heure, en sortant de la conférence, il y a tellement de gens qui me disent il faut enseigner ça aux enfants, parce que c'est l'avenir. J'y mets... c'est super, mais commencez par vous là. Ouais, ça. Parce que c'est important de ne pas remettre sur les épaules de nos enfants la responsabilité qu'on n'a pas été capable d'assumer. C'est ça. Donc tu vois, quand tu parles de responsabilité, moi j'adore, mais la plupart des gens ne se sont pas tant concernés par ça, par la responsabilité. Alors que nous là, bah non, moi je peux pas enseigner à mes enfants de ne pas manger de gluten si je me baffe de gluten devant eux, quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a une vraie cohérence de fond et la première chose que je dois être, c'est dans l'exemplarité. Ouais. Donc j'essaye le plus possible, même si j'aime pas ce mot-là, j'essaie d'être en cohérence par rapport à ça et d'être très au clair avec ce truc. De toute façon, c'est un premier pas, hein, le fait d'être cohérent avec soi-même. Oui. C'est ce qui va donner l'exemple aux autres. Puis c'est plus facile. Puis même quand tu vois, les personnes te voient ton énergie, voient ta capacité de produire, voient tes résultats, ils te disent mais c'est quoi ton carburant, quoi ? Et mon carburant, c'est sûr, c'est pas le sucre. Voilà. Justement, le sucre, tu le compenses par quoi ? Non, bah déjà du sucre, t'en as partout. Et déjà dans le fructose, dans les légumes, il y a beaucoup de sucre. Et puis cet apport-là suffit en fait en vrai. Et puis après, de toute façon, les protéines vont se transformer. Donc après, moi je suis pas un aficionado du tout éliminé. Ouais. Tu vois, parce que moi je suis une gueule sucrée. Tu vois, je veux pas éliminer le sucre de ma vie. Je veux juste le mettre à distance et l'ingérer d'une façon suffisante qui ne génère pas de conséquences négatives pour moi.
Voilà, donc je m'autorise à me prendre un gâteau de temps en temps, je m'autorise à me faire plaisir parce que ça fait partie des bonnes choses de la vie, surtout on est français, quoi. C'est ça. Sinon on n'est pas touché par la bouffe, qui le saura, quoi. Donc, mais par contre c'est important d'apprendre à réguler et de ne pas mettre du sucre partout. Donc c'est-à-dire que les pâtes elles sont sans gluten aujourd'hui et j'en mange aussi moins parce que c'est aussi du sucre. Protéines, légumes, légumineuses, c'est le meilleur plat. Voilà. À partir du moment où tu as compris ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. On a développé une approche qui s'appelle la psychoneuronutrition, qui était intéressante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les neuroscientifiques américains ont dit on va modéliser, non pas les personnes qui grossissent et essayer de comprendre pourquoi elles grossissent, mais on va modéliser les personnes naturellement minces. Et pourquoi elles le restent. Parce que tu as des personnes qui mangent n'importe quoi, toujours comme ça. Alors, le point de départ, c'est qu'ils ont un métabolisme qui n'est pas le même que le nôtre. C'est vrai dans 60% des cas. Il y a 40% des cas dans lesquels c'est pas vrai. Et ces 40% des cas, quand tu les analyses, ils ont des habitudes alimentaires, ils ont des modes de fonctionnement. Et quand tu extrais ces différents principes-là, tu peux accompagner une personne à retrouver un poids de forme sans faire aucun régime. Parce que le vrai problème, c'est que tous les régimes font grossir. C'est ça le principe. Oui, c'est ça. Au bout d'un certain temps, tu descends, puis après, tu reprends. Tous, sans aucune exception. Voilà. Comme ça. Donc l'alimentation, c'est quelque chose de super important. Et puis tu parlais du professeur Joyeux j'adore, tout à l'heure. J'adore. D'abord parce qu'Henri, c'est une bombe. C'est une bombe de générosité. C'est une bombe d'intelligence. C'est un type. La dernière fois, on s'est retrouvés en conférence tous les deux sur une croisière. C'était vachement sympa. Du coup, on a pris le temps de pouvoir échanger et puis se rapprocher tous les deux. Et je lui dis, mais moi, je comprends pas qu'on t'ait pas encore mis une balle dans la tête avec les discours que tu as. Parce que c'est vrai qu'il y a des discours directs et mais crus, il parle cash. Et c'est grâce à des hommes comme ça, à des hommes aussi courageux, qu'on va comprendre. Moi, je pense que tout le monde est... c'est incroyable de voir quand tu vas sur Internet, le gars, il est controversé. Et il est controversé parce qu'il va à l'encontre de ce que vont dire les grands lobbyistes qui ont des personnes qui payent à Madagascar pour ajouter des commentaires en disant c'est pas vrai. Mais le fait est, c'est que ce qu'il dit est juste. Et j'ai un frère qui travaille au sein du groupe Nestlé. Un jour, il me dit tiens, je vais passer des slides sur la nutrition. Mais comment les nutritionnistes de Nestlé transmettent encore des slides dans lesquels on parle du calcium, du lait? Mais vous êtes des arriérés en fait, en vrai. Mais il y a tout un business derrière ça. Non, c'est pas un business, c'est tout un empire. Un empire de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'euros, dollars chaque année. Donc, le temps que l'industrie... Alors, il commence à y avoir une orientation un petit peu différente aujourd'hui. Il y a une migration quand même par rapport à ça. Ça commence, et il était grand temps, en vrai. Et cette migration va commencer à faire où on commence à parler d'alicaments, mais même quand on parle de ça, les mecs, ils te vendent des alicaments, mais ils vont te vendre un truc à base de lait. Bah non. Alors que tu as tellement d'autres supports intéressants. Mais bon, l'industrie du lait, les lobbyistes sont très, très, très forts. Fais attention. Pour revenir à la neuroscience, justement, on a depuis des années cette habitude alimentaire. Qu'est-ce que peut apporter la neuroscience par rapport à ça pour faire changer un petit peu les gens, plus peut-être sous forme mécanique? C'est moi, il y a un truc que j'ai toujours... je me suis toujours défini comme quelqu'un de scientifique, en fait. Parce que, à la base, ce qui me branchait, moi, c'était la recherche. Tu vois. Et le fait que je donne des conférences, une formation, c'est pur hasard. Un beau hasard de la vie, mais pur hasard. C'est un hasard qui fait le bonheur d'un paquet de monde. Oui, apparemment. Et le mien, en tout cas. Et il y a un truc que j'ai juste trouvé fantastique, c'est toute la dimension post-New Age nous donnait des messages vachement sympas. Mais tout le monde disait, ouais, mais bon, c'est gentil, mais vous êtes perchés, les mecs. Ouais, vous planez. Le jour où tu arrives à faire un lien scientifique avec le mode de fonctionnement du cerveau, ça devient non seulement acceptable, mais du coup, ça devient hyper engageant. Ça devient crédible. Ça devient crédible, c'est le mot exact. Et tu vois, ça c'est intéressant. Je pense que les neurosciences, elles ont apporté un espèce de vent de crédibilité et une puissance de sérieux à l'approche. Alors, parfois, en remettant en question naturellement certains dires, et c'était important de le faire, tu vois, parce qu'au moins ça prouve que les apports sont objectifs. Quand on dit, quand tu penses positif, tu es sûr d'obtenir tout ce que tu veux. Les neurosciences te disent non. Te disent non concrètement. Il y a eu des thèses, par exemple, dans une université, où on disait au mec, fais de la visualisation positive, et curieusement, les mecs qui n'en avaient pas fait, ils avaient des meilleurs résultats. Ça venait de quoi, ça? En fait, ça vient d'une étude qui a été faite à Vancouver, l'université de Vancouver. Et ils voulaient vraiment savoir si le fait de faire de la visualisation positive, c'était quelque chose d'intéressant. Mais la finalité, elle est tout autre, tu verras. Donc, ils ont pris deux groupes. Premier groupe qui a régulièrement faisait des visualisations sur l'examen final de fin d'année. Et deuxième groupe, rien du tout. Le deuxième groupe a eu de meilleurs résultats. Donc les mecs, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils se sont rendus compte, en fait, quand je faisais la visualisation positive, le fait de voir les choses, c'était sympa. Mais du coup, en fait,
comme tu n'avais pas de peur, bah, les mecs ils révisaient beaucoup moins. D'accord, ok. Ils s'engageaient beaucoup moins. Cause à effet intéressante là. Parce qu'en fait, le stress élevait le seuil de vigilance, le fait que tu travailles. Hein. Donc on s'apercevait que les personnes qui faisaient de la visualisation positive étaient moins bosseurs que les autres. Et donc l'année d'après, ils ont fait un troisième groupe où ils ont mixé les deux. C'est-à-dire que visualisation positive et un plan d'action hyper concret sur une méthodologie d'apprentissage. Et eux, par contre, ils ont pété tous les scores. C'est-à-dire que visualisation positive, aucun intérêt si tu n'as pas des plans d'action hyper factuels et si tu bosses pas. Ouais. Parce que sinon, tu es perché dans ton monde et en fait, tu es déconnecté de la réalité en vrai. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que la majeure partie des coachs et de beaucoup de personnes que je connais, moi y compris, on dit vas-y, sois positif, pense positif, projette-toi dans l'avenir, vois toutes ces... Mais on manque en effet la partie bosse, continue à bosser, fais ton plan, etc. On est beaucoup plus trop dans le rêve, quelque part. Et c'est pour ça, tu vois, quand moi je donne mes conférences, je parle de cette notion de vision qui est obligatoire, qui est essentielle parce qu'elle te permet. Pour moi, j'ai toujours c'est la vision qui fait échapper la médiocrité, tu vois. Ouais. Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas quoi faire au quotidien, tu glandes et tu rentres dans la moyenne inférieure des personnes qui se réalisent jamais, tu vois. Donc la vision est essentielle, mais après, des actions concrètes, on travaille sur les basiques, on bosse. Il faut être des bosseurs. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des champions du monde, des champions olympiques, des capitaines d'Afrique, des numéros 1 de la musique. C'est tous des ultra bosseurs. J'en ai pas un qui est un glandeur. Pas un seul. T'as pas de réussite sans un glandeur. C'est ça, oui, voilà. Oui, ça rejoint un petit peu la loi d'attraction avec les personnes qui disent assis-toi sur le canapé, pense bien fort à tout ce que tu veux et tout va te tomber direct. Mais tu sais, c'est intéressant parce que moi, les personnes qui me parlaient de la loi d'attraction, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai salué l'arrivée du film Le Secret parce que tiens, on va vulgariser la loi d'attraction. Mais il y avait une fausse promesse dedans qui te dit hey, pose-toi, ressens et tu vas attirer. Non, mais bouge. Bouge-toi, la première action. Bouge-toi. Et les mecs, ils disaient, bah, la loi d'attraction, ça marche pour une place de parking. J'ai dit, mais est-ce que ça marche pour les $200 000 Parce que la place de parking, tu n'as pas besoin de rien faire pour ça. Tu as besoin d'attendre. Mais les $200 000, il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu apportes de la connaissance, des compétences, du budget, de la connaissance, la compréhension de ton marché, du positionnement par rapport à celui, la différenciation. Ça demande un taf énorme. Donc, il faut juste rappeler, tu vas bosser quoi. Ça ne veut pas dire que ça annule le principe de la loi d'attraction. Il faut la renforcer. Ce qu'on appelle la loi d'alignement en fait. C'est-à-dire que ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu visualises, ce que tu ressens, et là surtout ce que tu vas faire, tout ça doit être en cohérence. Il ne faut pas oublier ce que tu vas faire. Cette notion de cohérence est super importante pour mener à bien en fait tes actions. Le premier pas aussi, le passage à l'action, pas seulement y réfléchir. Tu sais, à la fin de la conférence, je disais que pour moi, la meilleure marque du monde, c'était Nike. Et elle était la meilleure marque du monde parce qu'elle avait le meilleur slogan du monde. Just do it. Tu vois, fais-le. Si tu peux philosopher pendant 10 ans, tu sais, je ferais bien un site internet. Commence, même pas parfois on s'en fout. Commence à avoir 3-4 abonnés. Et après, si les mecs ne s'abonnent pas plus, appelle-les, contacte-les. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a intéressé sur ma chaîne et qu'est-ce que tu aurais aimé? Prendre l'info. 4 personnes, ça suffit. Ça suffit pour t'améliorer. Ouais, c'est ça, c'est le passage obligatoire à l'action. Sois dans le flow, c'est super important. Ça aussi, au niveau des neurosciences, on voit les différences entre les personnes qui sont statiques, qui ne bougent pas, et celles qui réussissent. Alors oui, on le voit parce qu'en fait, on va se rendre compte que les personnes qui sont statiques, tu sais, pendant des années, on a dit qu'on perdait des neurones. C'est vrai. Oui, justement, oui, ça aussi. C'est vrai, on perd des neurones. Mais ce qu'on a oublié de communiquer à fond aussi, c'est qu'on peut en fabriquer. Ça. On peut en fabriquer jusqu'à 700 par jour des neurones aujourd'hui. Comment tu fabriques les neurones? En faisant, en agissant, et la plupart du temps, en produisant des choses que tu n'as pas l'habitude de produire et de faire. Donc de sortir de ta zone de confort et de la nouveauté. Tu vois, et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que quand tu es en mouvement et que tu agis, et tu vas fabriquer, notamment essentiellement autour de l'hypothalamus, qui est quand même le centre qui gère toute la notion de décision, toute la notion d'engagement, toute la notion qui est liée aussi à la relance d'informations sur l'émotion. Donc ça veut dire que tu peux alimenter cette zone-là, et pour ne pas perdre, il faut tout le temps que tu sois en mouvement et que tu agisses concrètement, et que tu n'aies pas peur de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais que ces choses que tu n'as pas l'habitude de faire vont te bâtir et te construire réellement tel que tu es. Chose pas l'habitude de faire, c'est prendre un autre chemin pour aller à ton bureau. Ça peut commencer par ce genre de choses. Exactement. Ça peut être, par exemple, moi, tu vois, quand je commande au restaurant, si la personne m'apporte un plat que je n'ai pas commandé, qu'elle s'est trompée, je le prends toujours. D'accord, ok. Par principe. Même si tu n'aimes pas. Même si j'aime pas. Alors c'est rare parce que les Français en aiment tout. À part les épinards. Ah non. Voilà, moi j'ai mal aussi. D'accord. Mais c'est parce qu'on a eu la même éducation par rapport à ça, on t'a forcé à manger des épinards en demandant l'idée que c'était dû faire. Voilà, alors que ça, tu vois, tu sais que c'était une grosse arnaque. Tu es conscient de ça ou pas? Oui, c'était juste commercial, justement. Alors, mais même pire que ça. C'est-à-dire que c'est la Food and Drug Administration dans les années 20-30 qui avait lancé la première étude pour savoir quelle était la valeur de magnésium, de fer, dans les aliments.
Et figure-toi que l'étude qui est sortie et qui est partie dans tout le monde, la secrétaire s'était trompée d'un zéro et avait rajouté un zéro en trop. Mais c'était parti. Le temps que ce soit corrigé, tout le monde avait l'information et c'était devenu dans le truc, l'aliment qui donne le plus de fer, c'est les épinards. Pas un truc de fou. Et du coup, les mecs, l'industrie des épinards aux États-Unis, ça a explosé. Et le gars dit, ouais, sauf que les jeunes, ils n'aiment pas. Donc il faut leur vendre une icône. Ils ont vendu Popeye. Popeye était soutien marketing d'une erreur qui était une erreur de. Alors quand tu vois tous les moments où ma mère elle m'a harcelé, j'ai passé des vendredis de merde, écoute-moi bien, à manger des épinards froids tellement que j'en pouvais plus, à cause d'une erreur de base. Un truc de fou ou pas? Ah, c'est excellent. Je ne connaissais pas cette histoire, mais je trouve ça excellent. Oui, on est toute une génération, on a bouffé des épinards. À cause d'une secrétaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ces secrétaires, écoute-moi bien, elles risquent très cher. Vraiment. Oui, bon, peut-être passer autre part. Il est presque 5 minutes. L'avenir des neurosciences dans les 10 années à venir. Alors, d'abord, ce qu'on voit se développer beaucoup, c'est dans le marketing, malheureusement. Là aussi, ça joue pas mal. Ouais, ça joue beaucoup et les investissements sont très, très importants. Moi, je vois qu'on a une société d'investissement aux États-Unis qui fait de la formation et de la recherche en neurosciences. Tout ce qu'on nous achète, si on arrive à dire que c'est dans l'univers du marketing, on achète tout de suite. C'est-à-dire que les personnes s'intéressent vraiment à est-ce qu'il existe un bouton dans le cerveau humain sur lequel on peut appuyer pour mettre en place une situation d'achat. Alors, heureusement, les choses ne sont pas si simples que ça, mais on y vient. Il y a par exemple un groupement de 14 entreprises américaines qui sont dans le Forbes, tu vois. Et elles ont mis en place en commun un laboratoire de recherche dans lequel tous les jours, il y a 1000 personnes qui viennent pointer pour faire que de la recherche sur les impulsions d'achat. Donc il y a des mecs qui sont stimulés à travers des slogans, à travers des visages. On va savoir si les yeux bleus, ça tape plus que les yeux marrons. C'est un truc de fou. Donc on va avoir Et puis après, les premières connaissances et compétences qui sont sorties de cet univers-là, on sait par exemple que quand tu veux acheter, si tu arrives à stimuler le cerveau reptilien, tu as plus de chances de garder le client et de générer de l'impulsion d'achat plutôt qu'un débat cortical d'idées. Et ça, les politiques l'ont pris. George Bush a été le premier à se mettre dans la brèche et à faire un discours hyper populiste et sur la notion de sécurité, suivi par tous les politiques du monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des insécurités la manne première d'élection, et c'est mauvais parce que on est sur un faux débat, c'est-à-dire que du coup, si tu regardes bien les politiques, en tout cas moi ce que je vois en France, c'est sur ces 20 dernières années, il n'y en a pas un qui sort du lot, il n'y en a pas un qui a un projet. On est toujours sur le même discours. On est surtout, t'es en galère, t'es en chômage, c'est pas juste, c'est à cause de lui, c'est le grand méchant, tu souffres, machin, et viens, je vais t'en sortir de là. Et je trouve qu'ils sont en train de rendre de plus en plus bêtes les personnes, et du coup, on a une espèce de consanguinité nulle de nos élites qui nous tire vers le bas. Ça, c'est une des conséquences négatives. Donc ça peut être l'une des conséquences que je vois un peu bad, mais en revanche, pour moi, l'avenir, c'est l'intégration des neurosciences dans l'univers de l'accompagnement. Et moi, par exemple, tu vois, je vais vivre à Tel Aviv à partir de juillet. Et c'est presque 50% de mon temps, je vais faire de la recherche avec l'université là-bas. Sur tout ce qui est nouveauté en termes d'accompagnement. Intelligence artificielle aussi, beaucoup. Moi, j'ai vu des choses dans les laboratoires, ce qu'ils sont en train de faire là, sur des produits qui vont sortir dans les quelques années qui viennent, sur comment permettre aux personnes d'enrayer leur phobie. C'est un truc de malade. Et toute la nouvelle technologie va dans ce sens. Donc, pour moi, l'avenir, c'est l'unification. Là, on parlait de mini-média, tu vois. L'unification entre ce qu'on sait du cerveau et toute la nouvelle technologie. Moi, j'ai essayé un truc sur les phobies, notamment les phobies des hauteurs. Mais c'est criant, tu as un casque virtuel, et en fait, on va te faire, étage par étage, te faire prendre conscience que tu peux marcher sur une route de 40 cm sans aucun problème. Et après, il y a les mecs qui montent, ils te font voir des fausses rambardes. Et toi, tu as des capteurs sur les doigts, et selon que tu veux, tu fais ça ou tu fais ça. Et en fait, ils vont te mettre la rambarde, ils vont sécuriser, tu reprends le contrôle de ta sécurisation. C'est intéressant parce que lors de travaux comme ça, j'ai fait exactement la même chose en accompagnement sur l'hypnose. En faisant reprendre conscience au fur et à mesure tranquillement. Ça suffit. Sauf que là, ils vont le faire de façon technologique et tu pourras, toi, avoir ton propre programme téléchargeable à la maison avec ton système. C'est énorme. C'est ça qui va. À mon avis, on va beaucoup dans ce sens. Moi, je pilote un programme, un projet que je coach à l'Université de la Ville avec Sony. Alors, en tout cas, le pôle investissement de Sony, qui fait un investissement là-bas, pour intégrer dans les manettes de jeu des biocapteurs de cohérence cardiaque et des biofeedbacks pour intégrer au jeu la logique. Et en fait, c'était parti d'un truc incroyable, c'est qu'un jour,
Ma femme était rentrée du boulot et il y avait notre fils qui était là, puis naturellement le matin, arrête de jouer avec PlayStation, va faire tes devoirs. Un truc classique. Et moi je le regarde, je fais, est-ce que tu imagines un monde où ta mère elle rentre et te fait, arrête les devoirs, t'as joué à la PlayStation? Et il m'a dit, mais ce serait un monde de rêve. Et c'est avéré que la semaine d'après, j'étais avec le pôle de recherche qui est privé et en collaboration avec Israël, le gouvernement. Et on fait un brainstorming sur ce serait quoi les projets de l'avenir. Et moi je dis, et si les jeux électroniques étaient une source de santé et de bien-être? Et on est parti sur ce trip-là. Et ce qui est ça qui est intéressant, c'est que quand tu es dans un pays qui bouge comme Israël, 3 semaines plus tard, on avait 17 millions de dollars qui étaient déposés sur la table avec les chercheurs que je devais moi coacher pour accompagner le projet. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc l'avenir, ce sera vraiment l'unification de cette dimension neurosciences. On le voit avec les montres iPhone, les montres du système embarqué comme ça vont faire un lien entre la santé et la psychologie. Mais je pense qu'on est à des années-lumière de ce qu'on va créer dans les années qui viennent. Ok, des belles choses, des choses aussi un peu moins intéressantes. Mais après les neurosciences, c'est comme un scalpel, c'est un outil. Avec un scalpel, tu sauves des vies, tu tranches une gorge, c'est un choix, une intention, et c'est tout. On arrive quasiment à la fin, d'ailleurs, on dépasse. Du coup, David, c'est quoi les prochaines actions que tu vas faire? Bon, tu parlais que tu allais aller en Israël 6 mois sur 12. 6 mois sur 12, je vais faire ça. Écoute, c'est déjà un gros projet pour moi, pour nous, parce que ça veut dire que pour moi, ça a été une réalisation, puisque 50% de mon temps, je vais le passer à la recherche. Ouais. Donc c'est juste incroyable de pouvoir faire ce truc-là. Et après, toujours de pouvoir insuffler dans tout ce que je donne, ou à travers ma chaîne YouTube, ou à travers mon institut, ces découvertes qui sont juste incroyables. Ouais. Voilà. Beaucoup de vidéos que tu fais, et tu en fais régulièrement. Et j'en fais régulièrement, j'essaie d'en faire plus. Ouais. Il faut que j'en fasse plus, parce que les retours que j'ai sont incroyables. Ouais. Et j'aime bien pouvoir faire du bien aux gens. Ouais, c'est ça. C'est un bon moyen, un bon vecteur en tout cas. Ouais, je trouve que quand on est dans ce métier-là, en effet, c'est un petit peu le but de notre vie. Ouais, vraiment. Où est-ce qu'on peut te contacter, même si beaucoup de gens en fait le connaissent? J'ai une chaîne YouTube, David Lefrançois, Potentiel. D'accord. Voilà. Et puis sinon j'ai un site internet qui s'appelle institut-d-neurosciences.com. Ok, génial. Voilà. Donc il y aura tout ça sous la vidéo. David, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Vraiment agréable, comme autour d'un café. Avec grand plaisir, merci. Et toi, et bravo pour cette initiative. Merci. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que je trouve ça c'est sympa et tu apportes cette pierre à l'édifice à cet univers du développement personnel. C'est bien ce que tu fais. Merci beaucoup David, venant de toi, ça fait vraiment chaud. Merci beaucoup. Les amis, si vous avez raté le début de cette émission, c'est pas grave. Il y a un bouton d'ailleurs, si vous regardez sur la vidéo, il doit être de ce côté par là-bas. Et donc vous pouvez réécouter les vidéos ou réécouter tout simplement les émissions. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci à vous.